Nous sommes dans cette troisième leçon de philosophie de la nature et nous continuons les rappels qui nous ont occupés lors de la première et de la deuxième leçon. Nous avons envisagé la première opération de l'esprit, de l'intelligence, la deuxième opération de l'intelligence, la dernière séance portait sur le terme et aussi sur les prédicables, c'est-à-dire les différentes façons qu'on a de dire un universel d'une chose. Rappelez-vous, l'espèce, le genre, la différence spécifique, le propre et l'accident. Nous allons continuer d'abord dans une sorte d'application de ce qui a été dit la dernière fois. C'est ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre. L'arbre de Porphyre est une sorte d'arbre logique qui illustre, qui applique les différentes façons que l'on a de dire une chose d'une autre. Un prédicat universel d'une chose singulière. L'arbre de Porphyre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dessin récapitulatif qui unit dans un schéma global un individu et tous les universels que l'on peut dire de lui, depuis celui qui est le plus proche jusqu'à celui qui est le plus loin. L'arbre de Porphyre, on le comprendra mieux en prenant un exemple particulier. Prenons Vercingétorix, un Gaulois connu qui fit notre fierté. Vercingétorix, c'est un individu et cet individu a une essence, l'essence humaine, qui est considérée comme universellement prédicable, c'est-à-dire comme pouvant être dite de tous les hommes, non seulement Vercingétorix, mais Louis XIV, mais Saint-Louis, mais Jean-Sébastien Bach, mais Wolfgang Mozart et d'autres encore. L'essence, c'est donc, lorsqu'elle est dite des différents individus hommes, l'espèce. Au-dessus de l'individu, logiquement, au-dessus de l'individu Vercingétorix, il y a l'espèce humaine. Maintenant, l'espèce humaine, qui se définit comme animal raisonnable, cette espèce humaine a en commun avec une autre espèce, on va dire que bête, bestiole si vous voulez, c'est une espèce, l'espèce humaine donc a en commun avec l'espèce bête d'appartenir à un même genre qui s'appelle le genre animal. Donc au-dessus de l'espèce humaine, il y a le genre animal. Le genre animal, à son tour, ce genre animal qui regarde ou les hommes ou les bêtes, il ne peut pas être dit des plantes. Mais, et les animaux, mot pris au sens générique qui englobe encore une fois hommes et bêtes, et les animaux et les plantes, donc et la faune et la flore, appartiennent à un même genre qui s'appelle les êtres vivants. Les êtres vivants sont un genre au-dessus de l'animalité. Si on considère à nouveau les êtres vivants, eh bien les êtres vivants se distinguent bien sûr des êtres non vivants. On dira, pour reprendre une notion qui a été abordée précédemment, que ce sont deux concepts contradictoires, vivants et non vivants. Mais les êtres vivants et les êtres non vivants ont en commun, les uns et les autres, d'être des êtres matériels, faits d'une partie de matière, sensible, tangible pour ainsi dire. Les êtres vivants, donc, ainsi que les êtres non vivants, appartiennent à un genre qui leur est commun, celui des êtres matériels. Et encore, on continue de monter. Les êtres matériels, eux-mêmes, n'ont rien en commun avec les êtres qui ne sont pas matériels. L'âme humaine, par exemple, si tant est qu'elle n'est un être au sens plein du terme, mais
Passons sur les détails. Les êtres non matériels ont en commun avec les êtres matériels d'être des êtres, tout simplement. L'être matériel fait partie d'un genre, celui d'être. Je n'ai regardé les choses qu'approximativement, car ceux qui connaissent ces choses dont je viens de parler savent que mon arbre de Porphyre n'est pas tout à fait bon. J'aurais dû aboutir à des catégories comme la substance, mais c'est un peu délibérément que j'ai mis de côté cette notion de substance parce qu'on ne l'a pas encore vue dans les leçons qui font l'objet de cette série, et donc qu'on se satisfasse de l'imperfection de cet arbre de Porphyre et que l'on considère en lui ce qu'il y a d'intéressant pour ce qui nous occupe, à savoir qu'il hiérarchise depuis l'individu, qui est Vercingétorix, jusqu'à l'être, qui est le genre au-dessus de tous les autres, les différents universels, de plus en plus universels, de plus en plus loin de l'individuel, qui sont hiérarchisés, les uns faisant partie les uns des autres. Si l'on remontre l'arbre de Porphyre, on dira que Vercingétorix appartient à l'espèce humaine, qui elle-même appartient à un genre qui est l'animal. L'animal joue le rôle d'espèce par rapport à un genre qui est l'être vivant. L'être vivant joue le rôle d'espèce par rapport à un autre genre qui est l'être matériel. L'être matériel joue le rôle d'espèce par rapport à un genre au-dessus qui est l'être tout court. Et maintenant, si je redescends, cette fois, je dirais que l'être matériel joue le rôle d'espèce par rapport au genre être tout court, que l'être vivant joue le rôle d'espèce par rapport au genre être matériel, que l'animal joue le rôle d'espèce par rapport au genre être vivant, et ainsi de suite, et j'arrive à l'espèce homme, qui joue le rôle d'espèce par rapport au genre animal, et enfin j'ai l'individu Vercingétorix, qui n'est pas une espèce, mais un individu. Finalement, à l'intérieur de ce grand arbre de Porphyre, de cette classification, de cette hiérarchie des différents universaux, ou universels, comme on voudra, entre eux, eh bien, à l'intérieur de cet arbre de Porphyre, si l'on s'intéresse aux catégories intermédiaires, c'est-à-dire à l'exclusion de la ligne infime, celle des individus, Vercingétorix, Louis XIV, etc., si l'on exclut également la ligne supérieure, qui est celle de l'être tout court, c'est-à-dire du genre au-dessus de tous les autres, si l'on prend simplement tout ce qui est intermédiaire, on va dire depuis l'animalité jusqu'à l'être vivant, eh bien on a des universaux qui peuvent être considérés ou bien par rapport à ce qui est en dessous d'eux, et ce sont des genres, ou bien en rapport à ce qui est au-dessus d'eux, et ce sont des espèces. Et finalement, tout là-dedans peut être dit espèce ou genre selon que c'est considéré par rapport à ce qui est au-dessus de lui ou au-dessous de lui. Il n'y a que l'espèce dernière, la plus basse, à savoir l'humanité en l'occurrence, l'espèce humaine, qui ne puisse pas être dit genre, puisqu'en dessous d'elle, elle n'a plus que des individus. On appelle ça l'espèce infime, l'espèce ultime. L'espèce infime est un terme davantage reçu. Et tout en haut, il en est de même avec le genre dernier, qui s'appelle être. À vrai dire, j'aurais dû dire substance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais simplifions. Prenons être. Être sera le genre suprême, et lui ne peut pas être dit espèce de quelque chose. Espèce de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'être? Rien d'autre. Donc, au-dessus de l'arbre de Porphyre, le dominant, à la cime, là où les oiseaux viennent se percher pour dévorer les cerises sur les fruitiers, se trouve le genre suprême d'être. Et tout en bas, il y a l'espèce infime, ce qu'on appelle couramment espèce, qui correspond aux essences en fait. Et en dessous des espèces, on n'a plus d'universel, mais on a des individus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Porphyre. Et finalement, dans un bon nombre de classifications qui occupent les sciences naturelles, les sciences positives, en particulier la botanique, l'astronomie ou d'autres,
Je devrais peut-être mettre de côté l'astronomie, mais au moins tout ce qui euh, désigne la taxinomie des êtres comme les animaux, les végétaux, eh bien, il y a des arbres de Porphyre. Tout est dans les arbres de Porphyre. Ces arbres de Porphyre ne sont qu'une classification des universels, univoques, prédicables des sujets. Nous allons bientôt achever ces quelques rappels concernant la deuxième opération de l'esprit, même si l'on n'a pas complètement rompu avec la première, par deux dernières choses qu'il faut dire. Ces rappels seront bien précieux en philosophie de la nature. Il nous faut parler d'abord des définitions et ensuite des classements. La définition est omniprésente, sinon explicitement, au moins implicitement, dans les raisonnements que fait Socrate au cours des différents dialogues dans lesquels il se fait maître de ses disciples. Socrate ne cesse de définir, ou bien explicitement, ou bien implicitement, c'est ce que Platon nous raconte. Platon aime à définir. Et Aristote, qui n'a jamais renié être disciple de toute cette école, lui-même nous invite à définir. En philosophie, il importe beaucoup de définir. Et dans la vie courante d'ailleurs, que de mécompréhension, que de lenteur, que d'erreurs ont été faites parce qu'on ne définissait pas assez les choses. On ne compte plus les disputes qui ont lieu entre hommes de bonne compagnie simplement parce qu'ils ne se sont pas entendus sur les termes. Ils vont discuter avec ardeur, parfois même se fâcher. Discuter est toujours légitime, intéressant, humain, agréable. C'est l'une des joies de la vie sociale, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Se fâcher les moins. Ils vont se fâcher parfois simplement parce qu'ils n'ont pas donné le même sens au mot liberté ou au mot modernité. L'un aura pris le mot modernité dans le sens de récence, l'autre l'aura pris dans son sens strict, qui signifie tout le mouvement de la pensée depuis le XIVe, le XVe, le XVIe siècle, qui vise à s'affranchir des lois que l'homme n'a pas fabriquées lui-même, mais qui lui sont imposées par le Créateur, mouvement dans lequel cette indépendance de Dieu n'est pas toujours avouée, mais réelle, latente, coupable d'ailleurs. Alors les hommes se disputeront sur la modernité, mais l'un l'a pris dans le sens de récence, l'autre de mouvement d'idées illégitimes. Alors, il importe de définir. Et lorsqu'on fait des sciences, on cherche souvent à définir. Une fois qu'on a défini, on sait mieux, on conçoit mieux. La définition est une aide à la compréhension. Il y a beaucoup de manières de définir, et souvent, les définitions auxquelles on arrive sont aussi imparfaites que nos conceptions. Leur fragilité est le reflet de l'imperfection de nos investigations quant à la nature des choses. C'est ainsi. Nous ne pouvons pas aller bien loin dans l'intimité, dans la constitution des choses de la nature qui ont été faites par un être qui nous est bien supérieur et dont nous pouvons deviner l'alpha et l'oméga des œuvres. Lui qui est d'ailleurs l'alpha et l'oméga, comme c'est dit dans la liturgie de Pâques. Mais fermons cette petite parenthèse. On définit donc de nombreuses façons. Il y a la définition étymologique, la définition par la finalité, la définition par la cause efficiente, que sais-je. Nous retiendrons simplement ici que définir, bien sûr, est important et qu'autant que possible, il convient d'essayer d'avoir des choses que l'on étudie en sciences et en philosophie, une définition parfaite. Quelle est la définition parfaite? La définition parfaite, celle qu'on appelle métaphysique, mais passons sur le terme. La définition parfaite, c'est la définition dans laquelle on dit à quel genre prochain appartient une essence et quelle est la différence spécifique qui, à l'intérieur de ce genre, la spécifie précisément. Bien sûr que la différence spécifique de l'homme, c'est rationnel, que le genre auquel il appartient, c'est animal. Alors,
La définition parfaite de l'homme, c'est animal rationnel. L'homme est aussi un animal bipède sans plumes. Oui, si l'on y regarde bien, les animaux bipèdes avec des plumes, il y en a, mais sans plumes, guère. L'homme est le seul. C'est donc une définition adéquate de l'homme. Mais reconnaissons qu'elle n'est pas parfaite, car le fait de ne pas avoir de plumes ne nous en dit pas très long sur ce que nous sommes, au fond, nous. Alors, la définition parfaite de l'homme, c'est genre et différence spécifiques. C'est ce qui l'a de commun avec ce qui lui ressemble le plus, et voilà pour le genre, et ce qui, avec ces choses qui lui ressemblent le plus, le différencie. Et voilà pour la différence spécifique. Chaque fois que l'on essaiera de définir une chose pour commencer une science ou même pour l'avancer, on essaiera autant que possible d'apporter sa différence spécifique et son genre. Voilà pour la définition. Et la dernière chose qu'il nous faut dire aujourd'hui, c'est quelques mots au sujet des classifications. De même que la définition aide à la première opération de l'esprit à laquelle nous revenons, subrepticement, et bien de même, le classement est une autre aide. Lorsqu'on est face à un concept qui nous fait connaître une nature, rien de tel que de le classer. Classer, c'est quoi? C'est donner les différentes catégories de choses qui répondent à ce concept, qui sont ses inférieurs. C'est en gros donner les espèces d'un genre. C'est donner les espèces d'un genre que l'on a appréhendé. Par exemple, si je m'intéresse à la nature d'États, eh bien, je classerai les États selon leur continent. Je dirais État européen, État américain. Voilà une façon de décliner les différents États. Ou bien je pourrais classer les États selon leurs différents régimes politiques. C'est une autre façon. Et l'homme, c'est pareil. Je peux classer les hommes selon leur taille. Je peux classer les hommes selon leur nationalité. Je peux classer les hommes selon l'époque à laquelle ils ont vécu. Je peux classer les hommes selon leur race aussi, selon leur genre, bien sûr. Et ces différents classements nous permettent de mieux connaître les choses que nous classons ainsi. Classer, c'est diviser. Classement et division, en logique, ce sont en gros des synonymes. On remarquera donc surtout qu'il y a différentes sortes, différentes façons de classer, différentes façons de diviser, de répertorier les choses, différentes façons de le faire qui toutes se définissent par le point de vue. L'important, c'est le point de vue quand on classe. On peut classer les hommes selon le point de vue de la nation, selon le point de vue de l'âge, selon le point de vue de la religion, que sais-je. Ce sont différents points de vue, différents points de vue. Diviser, classer, cela fait partie des opérations de la logique et nous nous y emploierons plus tard lorsque nous aborderons la philosophie de la nature proprement dite. Voilà pour aujourd'hui, c'en est fini pour cette troisième leçon sur ces rappels de logique. Merci pour votre patience. Je vous dis à bientôt pour la quatrième leçon et que le bon Dieu nous bénisse.